commencer comme d'habitude par une petite prière en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses. Et tous ces bons esprits, guides spirituels, qui accomplissent sa volonté et qui sont là en permanence pour nous aider à partir du moment où nous faisons justement l'effort d'élever nos pensées vers eux et d'agir en fonction des conseils qu'ils nous donnent. Nous remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour étudier quelques aspects de cette belle philosophie qu'est venu nous apporter un autre missionnaire, Allan Kardec, et que nous puissions bien comprendre ces choses pour comprendre les lois de la nature qui nous environnent, pour que nous puissions aussi nous mettre en syntonie avec ces lois naturelles. Et c'est là que se trouve la clé vers le bonheur et la félicité. Et nous demandons également, nous espérons également que ces enseignements puissent être profitables aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs, que cela puisse aussi leur être utile dans cette situation où ils se trouvent dans le monde spirituel. Et nous appelons sur eux donc la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Alors, nous avons donc dit instinct et intelligence. Instinct et intelligence. Alors, c'est trop petit, on va faire ça plus grand. Voilà. Et donc, loi du progrès. Allez, on avance quand même, hein, mine de rien. Alors, instinct et intelligence, voici. Alors, attendez, je vais vous enlever voilà les petits points, comme ça c'est plus légible. Voilà, est-ce que ça va, Marie-Antoinette, est-ce que tu arrives à voir? Merci, oui, merci, très bien, merci Charles, très bien, ça va. Je t'utilise comme test pour la vision, parce que... Oui, tu connais. Voilà. Tu connais. Voilà. Si toi tu arrives à voir, je pense que la Oui, je vois, oui. arrivera aussi à voir. Hein. Oui. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, donc, on a vu la loi de destruction. Hein, donc, vous avez bien compris que ce qu'on appelle destruction n'est qu'une transformation, hein, parce que tout ce qui est matériel, c'est éphémère, donc ça a une certaine durée de vie, après ça s'arrête. Et donc, ce qu'on appelle la destruction, en fait, c'est qu'une transformation. Hein. Les arbres, les plantes meurent, mais il y en a d'autres qui poussent à la place. Et puis, les êtres humains, c'est pareil. Hein. Au bout d'un certain temps, le corps vieillit, on meurt, et l'âme se dégage, et donc, par le biais de la loi de réincarnation, elle revient récupérer un petit corps tout neuf, tout beau, hein, pour recommencer une nouvelle étape dans son évolution, dans sa progression. Hein. Voilà. Et donc, c'est là où on voit que cette loi de destruction, à partir du moment, comme on l'a vu aussi, quand c'est de la destruction nécessaire et pas la destruction superflue, hein, quand c'est la destruction, entre guillemets, liée aux causes naturelles, elles sont tout à fait légitimes. Par contre, quand elles sont liées à des abus comme les guerres ou ce qu'on voit aussi dans notre société, cette consommation effrénée, hein, notamment au niveau énergétique, toute cette émission de gaz à effet de serre, etc., là, ça devient de la destruction abusive. Hein, donc, il faut bien savoir faire la limite entre les deux. Voilà. Hein. Encore une fois, on est toujours dans l'équilibre qu'il faut trouver entre le nécessaire et le superflu. Alors, aujourd'hui, on va voir donc la loi de conservation. Donc, la loi de conservation, c'est, je ne veux pas dire un peu l'opposé, mais c'est une loi qui contrebalance la loi de destruction. Hein. Donc, on va définir ce que c'est que l'instinct. Hein. Ensuite, on verra l'instinct de conservation. Et ensuite, on verra quelle est l'influence de l'intelligence sur cet instinct. D'accord ? On expliquera la différence entre l'instinct et l'intelligence. Alors, vous voyez là, dans le premier bloc, la prochaine fois, j'essaierai de vous faire un PowerPoint avec ces choses-là. Ce sera, je pense, plus vivant et plus pratique que d'utiliser le texte. Mais bon, pour ce coup-là, pour cette fois-ci, j'ai pas eu. Je voulais le faire hier soir, mais finalement, hier soir, il y avait une autre réunion. Donc, je n'ai pas pu le faire. Mais la prochaine fois, je vais essayer.
Donc l'instinct, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une force occulte qui sollicite les êtres organiques à des actes spontanés et involontaires en vue de leur conservation. Donc ça, c'est une définition qu'a donnée Kardec dans la Genèse. Alors vous voyez, ce sont des actes spontanés et involontaires. Donc en d'autres termes, l'instinct, c'est pas quelque chose que l'on contrôle, hein. C'est spontané, c'est-à-dire c'est pas réfléchi, c'est pas prémédité, hein, et c'est involontaire. Ça veut dire que quelque part l'instinct, il est plus fort que la volonté, hein. Et alors pourquoi? Ah ben, c'est en vue de la conservation. Donc là, vous voyez, on commence à toucher la loi de conservation. D'accord? Alors, le meilleur exemple de l'instinct, c'est quand on parle d'instinct, on utilise le mot surtout pour l'espèce animale, hein, par exemple, hein. L'instinct, je ne sais pas moi, des abeilles, l'instinct des animaux sauvages, hein. Quand ils se sentent, comment dire, menacés, hop, ils fuient, ils s'enfuient, ils partent, hein. Et donc, c'est plus fort qu'eux, quoi. Ils savent pas, comment dire, c'est absolument spontané. Et pourquoi ça se produit? Ben, c'est tout simplement parce que, je dirais, l'événement qui se présente peut représenter pour eux un danger, qui pourrait faire donc qu'ils meurent, hein. Et donc, s'ils mouraient trop vite et trop tôt, s'il n'y avait pas cet instinct qui permet de la loi de conservation, peut-être cette espèce animale aurait déjà disparu à cause des prédateurs, etc., hein. Donc on voit bien que cet instinct, comment ça fonctionne chez les animaux, on le comprend très bien. Voilà. Alors il y en a aussi encore chez les humains, et on verra ça tout à l'heure, hein, quand on rentrera plus dans le détail. Donc l'instinct, c'est une force occulte, hein, on ne sait pas d'où elle vient, en fait ça vient des lois naturelles ou des lois divines, hein, les actes spontanés et involontaires, et c'est en vue de la conservation. Voilà. Donc l'instinct de conservation est spécifiquement lié à la survie, comme je l'ai expliqué, mais c'est aussi à la reproduction des espèces, hein. Et ça aussi, on le voit dans l'espèce animale, c'est-à-dire quand c'est le moment de la reproduction, que ce soit les oiseaux ou autres, et voilà, l'instinct les pousse, même à la limite à ce moment-là, à prendre certains risques, hein. On voit souvent les oiseaux quand il y a quand ils viennent taper dans des vitres ou dans des voitures, c'est souvent quand c'est la période de reproduction. Donc il y a un instinct qui est un peu plus fort que l'autre, quoi. Et donc la reproduction des espèces, c'est aussi ça suit aussi la loi de conservation, hein. Et donc cet instinct de conservation, donc c'est une loi de la nature qui est donnée à tous les êtres vivants, quel que soit le degré de leur intelligence. Donc, vous voyez, même nous, on a encore, l'être humain a encore des instincts. Chez les uns, il est purement machinal, et chez d'autres, il est raisonné. Voilà, donc, vous voyez, l'intelligence qui commence à intervenir là, hein, et qui fait que, chez l'homme, j'abuse un petit peu de l'exemple du Covid, hein. Et on voit que sur le Covid, c'est pas instinctivement qu'on va mettre des masques, vous voyez, pour se protéger et pour protéger les autres. Mais on comprend l'utilité du masque, hein, même si on sait que c'est pas une protection absolue, on comprend l'utilité et du coup, on l'utilise, vous voyez. Et donc tout ça, ça va aussi dans le sens de la conservation, parce que on sait que cette maladie, on peut l'attraper, d'autres peuvent l'attraper, et ceux qui peuvent l'attraper, il y en a un certain pourcentage, 2% ou quelque chose comme ça, qui vont mourir à cause de ça. Voilà. Donc c'est aussi l'instinct de conservation là qui gouverne, même s'il y a une part de raisonnement, on essaye de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger et pour protéger les autres contre ce virus. Alors, l'intelligence, au contraire, hein, vous voyez, l'instinct, c'est une force occulte qui sollicite à des actes spontanés et involontaires. L'intelligence, c'est l'inverse. Vous voyez, elle se révèle par des actes volontaires au lieu d'involontaires, réfléchis et prémédités, donc au lieu de spontanés, hein, combinés même des fois, hein, selon l'opportunité des circonstances. Donc, on voit que l'intelligence et l'instinct, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu comme si c'était l'inverse l'un de l'autre, hein. Voilà. Et donc, Kardec, il développe aussi dans ce dernier paragraphe, dans les actes instinctifs, il n'y a ni réflexion, ni combinaison, ni préméditation. Voyez.
La plante cherche l'air, se tourne vers la lumière, hein, comme les tournesols. J'ai planté cette semaine les dahlias. Donc les dahlias, je mets les racines dans le sol. Et puis il y avait quelques pousses déjà. Je me disais, mais les pousses, comment est-ce que la plante, elle fait pour que la pousse au milieu de la terre, elle ne voit pas où est la surface, quoi. Comment est-ce qu'elle fait pour monter à la surface? Vous voyez? Hein, la plante, même si la graine, elle est sous le sol, la plante pousse verticalement. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'instinct? C'est ce qui suggère ici, hein. C'est déjà des formes rudimentaires de la chose, hein. Voilà. Et en même temps, les racines, à l'inverse, elles descendent plus profond dans la terre, là où il y a de l'eau, même par temps de sécheresse, au-delà d'une certaine profondeur, il y a toujours encore un peu d'eau dans la terre. Voilà. La fleur s'ouvre et se referme, hein, donc là aussi, c'est bien le confinement parce que ça a permis d'observer un petit peu plus le jardin que d'habitude. On voit les tulipes qui, le jour, sont belles, grandes, ouvertes, hein, avec quand le soleil luit. Et puis vous avez donc tous les animaux qui butinent, les abeilles, tout ça qui viennent passer dans les fleurs. Et puis le soir, en fait, quand le soleil se couche, elles se referment. Hein. C'est exactement ce qu'il dit ici. Et ça, c'est comment dire, ça suit ces lois de la nature, quoi. C'est comme ça que cette espèce de fleur s'est perpétuée. Voilà. C'est par l'instinct que les animaux sont avertis de ce qui leur est utile ou nuisible, hein, qu'ils se dirigent aussi selon les saisons vers les climats propices. Donc là, on parle par exemple des animaux migrateurs, hein, ou des papillons, hein. Que les sexes se rapprochent, hein, pour la reproduction, que la mère couve ses petits et que ceux-ci cherchent le sein de la mère. Hein. Donc ça, on voit encore une fois de l'instinct. On utilise aussi l'expression instinct maternel et instinct paternel chez les humains, hein, donc ça vient aussi bien de là, hein. Voilà. Et donc, il ajoute en disant que chez l'homme, l'instinct domine exclusivement. Alors, exclusivement, bon, c'est peut-être un peu fort. Donc, au début de la vie, c'est par l'instinct que l'enfant fait ses premiers mouvements, qu'il saisit sa nourriture, qu'il crie pour exprimer ses besoins, qu'il imite le son de la voix, qu'il s'essaye à parler et à marcher. Voilà. C'est quelque chose qui le pousse, comme chez tous les enfants. Donc, au départ. Et c'est là, c'est vrai que le mot exclusivement, je pense qu'il est un peu trop fort, mais je l'enlèverais, quoi. Je mettrais l'instinct domine au début de la vie, quoi. Voilà. Et après, on dit chez l'adulte même, donc vous voyez, il y vient, hein, certains actes sont instinctifs. Tels sont les mouvements spontanés pour parer à un danger, pour se tirer d'un péril, pour maintenir l'équilibre. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un serpent devant vous? Alors, sauf ceux qui connaissent bien les animaux, le réflexe, c'est de prendre de la distance, de se tailler, hein, vous voyez? Alors, celui qui connaît les animaux, il va regarder qu'est-ce que c'est comme instinct. Si c'est une vipère ou un crotal, il va bien sûr faire attention. Mais si c'est une couleuvre ou un orvet ou quelque chose comme ça, il n'aura absolument pas peur parce qu'il sait que l'animal est complètement inoffensif. Vous voyez? Et donc là, on voit, dans cet exemple, on voit bien la différence entre l'instinct et l'intelligence, hein. Quand on ne connaît pas, eh ben, hop, l'effroi, on part en courant, même si c'est un orvet qui est tout beau, tout gentil, hein. Mais quand on a l'intelligence et qu'on connaît, c'est plus pareil, hein. Vous voyez, l'intelligence, quelque part, elle vient apporter un contrôle supplémentaire, elle vient quelque part un peu remplacer l'instinct. Voyez. Et donc, c'est là où vous voyez que dans l'évolution, plus l'intelligence se développe, plus l'instinct se réduit. Mais l'instinct, en fait, ne se réduit pas à zéro, hein, parce que même chez les personnes d'intelligence, il y aura toujours encore des instincts. Je dirais, la tendance, elle se présente dans notre esprit, et après, c'est à nous de l'écouter ou pas. Et souvent, l'instinct, comment dire, comme ça vient des lois de la nature, ça a été fait pour quelque part nous aider, c'est quand même un bon conseiller, hein. C'est pour ça que dans le doute, il vaut mieux quand même suivre la première impression ou l'instinct, hein, que l'intelligence. C'est sûr qu'une fois que l'intelligence, elle a vraiment appris à identifier quels sont les serpents venimeux des serpents qui ne sont pas venimeux, à partir de ce moment-là, l'intelligence, elle supplée complètement à l'instinct. Voilà. D'accord? Alors, l'intelligence est incontestablement un attribut exclusif de l'âme. L'instinct est un guide sûr, voyez, qui ne trompe jamais, hein, même chez les personnes intelligentes.
L'intelligence, par cela seule qu'elle est libre, est parfois sujette à erreur. Vous voyez? C'est-à-dire, on a beau observer, bon, au niveau des serpents, c'est peut-être relativement facile, mais souvent, ben, dans l'intelligence, on se trompe. Regardez, alors j'abuse du Covid, hein, ce Covid, ben, tous les meilleurs chercheurs, les meilleurs spécialistes, les meilleurs virologues sont un peu déroutés parce que c'est vraiment un truc qui sort de l'habitude. Et donc, tous les diagnostics qui avaient été faits au départ, les évaluations, il y en a qui disaient, attention, c'est très grave, ça peut se propager très vite. Les autres, non, non, ça ne se propagera pas. Vous voyez, entre experts, il y avait des débats, ils n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Et donc, c'est bien l'exemple que l'intelligence, souvent, elle peut se tromper, elle est parfois sujette à erreur. Voilà. Alors que l'acte instinctif, comment dire, il n'a pas le caractère de l'acte intelligent, hein, puisqu'il est spontané. C'est un guide sûr qui ne trompe jamais. Et c'est pour ça que l'instinct, tout ce qu'on voit chez les animaux, chez les plantes, comme on vient d'en parler, révèle une cause intelligente, essentiellement prévoyante. Et cette cause intelligente, ben, c'est la cause première qu'on appelle Dieu. Voilà, c'est les lois de la nature ou les lois divines, puisque ça revient en même. Voilà. Et les lois de la nature, comme la nature, elle existe depuis quelques milliards d'années sur la Terre, ben voilà, si ce n'était pas des lois sages et prévoyantes, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Et on voit bien avec cette préoccupation environnementale aujourd'hui, tous les dégâts qui sont causés à la planète, la disparition de plein d'espèces animales et végétales en ce moment, ben que l'homme, par son intelligence entre guillemets, hein, qui est encore limitée et incomplète, par aussi surtout son orgueil, et donc qui fait qu'il abuse de beaucoup de choses, est en train d'épuiser les ressources de la Terre. Et là, par contre, on ne sait pas trop où on va. Hein. C'est pour ça que vous avez maintenant des gens qui se penchent sur ce genre de questions et qui disent, voilà, bon, si la température moyenne de la Terre augmente de 3 degrés, il va se passer ça et ça, les océans vont monter de tant de mètres en tant d'années, etc. On arrive à faire tout doucement des prévisions, mais même ça, ça suffit pas encore pour que vraiment les gens commencent à se dire, bon, bah, je vais laisser la voiture dans le garage, je vais y aller à pied ou en vélo ou en bus. Vous voyez, il y en a qui le font, hein, heureusement, qui donnent l'exemple, et donc ça c'est très bien, il faut surtout continuer. Par contre, il y en a d'autres, comme je dis habituellement, ils vont continuer à prendre le 4x4 avec un moteur de 3 litres et 200 chevaux pour amener le gamin à l'école qui est à 500 mètres, quoi. Donc, c'est là où il faut vraiment, je dirais, réfléchir et se dire où est-ce qu'on est en train d'aller, hein. Est-ce que notre intelligence qui fait qu'on utilise toutes ces choses-là, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin et d'abuser de tout ça? Voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne à des choses un peu plus simples? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que c'est clair? Oui, Charles, c'est clair. Alors, on va descendre. Hop, voilà. Donc, on va passer au support. Hein, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail dans chacune de ces notions. Hein. Voilà. Et donc, l'instinct de conservation et l'intelligence, c'est lié au processus d'évolution des êtres vivants. Vous voyez? L'évolution biologique et spirituelle, c'est un processus naturel et continu découlant de la loi du progrès. Donc, vous voyez, à l'époque, je vous avais déjà dit, hein, Darwin, l'évolution des espèces, son livre, c'est 1857, enfin, c'est pratiquement la même année que le livre des esprits. Hein. Donc, Darwin, alors Michel, je ne veux pas te provoquer, hein, Darwin, il a observé uniquement l'aspect. Chacun est libre de ses opinions, Charles. Voilà. Darwin, il a observé l'aspect matériel de l'évolution. Hein. Il a dit, ben voilà, il a regardé les fossiles anciens de girafes qui n'avaient pas le cou aussi long. Donc, du coup, les girafes aujourd'hui, elles ont un cou plus long. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'arbres et comme elles mangent les feuilles, ben, c'est les espèces qui arrivaient à choper les feuilles, à se nourrir, qui survivaient, et les autres qui disparaissaient, etc. Donc, c'est la théorie bien connue de Darwin. Mais là, Darwin, il observe que l'aspect matériel des choses. Donc, l'aspect matériel, il l'a relativement bien observé. C'est pour ça que ce livre, enfin, cette théorie de l'évolution des espèces, elle est toujours reconnue scientifiquement aujourd'hui.
ce que Darwin n'a pas vu, mais que le spiritisme a vu, c'est que cette évolution, en fait, elle est surtout poussée par l'évolution de l'âme. Hein. C'est l'évolution de l'âme qui pousse, comment dire, à modeler, à la transformation morphologique, mais aussi génétique, des organismes dans lesquels elle se réincarne. Hein. Donc, prenez par exemple vous voyez des photos des êtres préhistoriques? Donc, c'est des hommes tout poilus qui vivaient dans des cavernes et tout ça, des hommes et des femmes. Hein. Et regardez aujourd'hui. Donc, attention, là, c'est quelques dizaines de milliers d'années. Hein. C'est pas tellement. Hein. L'homme Néandertal et Cro-Magnon, c'était il y a 170 000 ans. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et regardez la différence entre l'homme de Néandertal ou de Cro-Magnon et puis l'être humain aujourd'hui. Hein. Donc, il y a eu pas mal de changements au niveau corporel, au niveau morphologique, au niveau des poils, au niveau du volume du crâne, etc. Et cette évolution-là, là on voit que c'est l'exemple de l'évolution qui est poussée par les besoins de l'esprit qui s'y réincarne. Hein. Alors, je ne vais pas revenir sur le... Bon, je vous avais déjà parlé, je pense, hein, du livre de Yehuda Harari, là, Une révolution cognitive. Hein. Je vous encourage à regarder, si vous pouvez, quelques détails là-dessus. On a fait un article dans la revue Spirit. Et donc, il montre qu'il y a 70 000 ans, entre moins 200 000 et moins 70 000, c'est Néandertal qui dominait Cro-Magnon. Et donc, à moins 70 000, en 2 ou 3 000 ans, donc c'est rien du tout par rapport aux 100 000 ans qui venaient de s'écouter, hein, 2 ou 3% du temps, Cro-Magnon, il a passé à prédominer au point de faire disparaître Néandertal. Et donc l'explication, lui, il n'a pas d'explication pour ça, il dit qu'il y a une révolution cognitive. Cette révolution cognitive, il dit, ça vient on ne sait pas comment, d'un coup, le Cro-Magnon, il s'est mis à avoir des pratiques religieuses, il s'est mis à avoir des rituels, il s'est mis à avoir des pratiques sociales, de s'unir, de se regrouper. Et c'est ça qui a fait que, même en étant physiquement plus faible que Néandertal, il est passé à dominer Néandertal, parce qu'il y avait, comment dire, ils s'unissaient hein, et c'est cette union qui a fait leur force. Voilà. Et donc, les scientifiques, ils n'arrivent pas à expliquer cette révolution cognitive. Mais nous, Spirit, on y arrive. Hein. C'est, comme le disait Kardec, de temps en temps, il y a des transmigrations d'esprits d'un monde à l'autre. Eh ben, il y a 70 000 ans, il y a des esprits qui sont venus d'une autre planète se réincarner. Et donc, ils avaient choisi à l'époque de se réincarner plutôt dans le Cro-Magnon. Hein. Et donc, comme ces esprits sont venus avec leur science, avec leurs premières pratiques sociales et leurs premières pratiques religieuses, hein, c'est eux qui ont déterminé ce changement, cette révolution cognitive. Donc, c'est là aussi on voit que dans l'anthropologie, hein, que le spiritisme peut apporter énormément de choses hein, dans cette compréhension. Mais encore faudrait-il que l'anthropologisme adopte un paradigme spiritualiste et admette l'existence de l'âme. Voilà, tant qu'ils n'enlèveront pas les œillères matérialistes, ils n'avanceront pas. Donc on touche effectivement cette évolution, hein, et donc c'est l'évolution de l'âme donc qui est le moteur principal de l'évolution biologique et physiologique au niveau du corps. Voilà. À l'époque, Kardec avait vu une concordance entre la pensée spirit et la pensée scientifique. Donc, dans la revue Spirit de 1868, il y avait déjà à l'époque, vous savez, les tableaux qu'on voit parfois c'est là où, vous voyez, en faisant un PowerPoint, hop, on va chercher une image et puis on la met. Vous avez les différents primates, hein, qui étaient recourbés, qui marchaient sur quatre pattes, un petit peu, qui ressemblaient plus aux singes. Et ensuite, peu à peu, comme ils se sont redressés pour arriver jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Donc, ce genre d'image et puis de théorie était déjà en vigueur à l'époque de Kardec. Et donc, là, il voyait l'échelle des êtres est continue. Hein. On parle souvent du chaînon manquant. Hein. Ce chaînon manquant,
il peut aussi être expliqué par une évolution rapide, comme celle dont je viens de vous parler, hein, donc au niveau de cette révolution cognitive. Et donc, on arrive à faire le parallèle entre ce qui est observé par l'anthropologie, hein, et ce que nous apprend au niveau spirituel, ou de la philosophie spirit. Et donc, il remonte même plus loin, vous voyez. Donc, il y avait avant que notre cerveau fût reptile, il a été poisson. Il a été poisson avant d'être mammifère. Hein, c'est les premières espèces vivantes qui étaient d'abord dans l'eau, qui peu à peu sont sorties de l'eau, etc. Voilà. Et donc, la vie organique, elle n'a pas toujours existé sur la Terre, qu'elle a eu un commencement. Ça, c'est bien sûr. Hein, c'est les premiers animaux vivants, les dinosaures, tout ça, ça se chiffre en centaines de millions d'années, alors que la Terre, elle a 4 ou 5 milliards d'années d'existence. Hein, et tout au début, les conditions sur la Terre ne permettaient pas l'apparition de la vie. Donc vous avez effectivement les premiers signes de la vie. C'était très vieux, hein, c'est sur l'âge de la Terre, c'était après même pas 1 milliard d'années, il y avait déjà les premiers organismes molocellulaires et très simples qui étaient apparus. Et donc là, on voit petit à petit comme, justement par l'effet de l'instinct, hein, puisque c'est ça le sujet du cours d'aujourd'hui, comment cet instinct, petit à petit, est venu aider à ce développement de la vie, aider à faire de sorte que les espèces se multiplient, s'améliorent, se diversifient, sortent de l'eau, voilà, et on arrive à avoir ce qu'on voit aujourd'hui sur la Terre. Voilà. La géologie permet d'en suivre le développement, oui, parce que c'est essentiellement par l'étude des fossiles, hein, qu'on voit toutes ces choses-là. Les dinosaures, on les connaît que par l'étude des fossiles, hein, sinon on ne saurait pas qu'ils existent. Hein. Et c'est grâce à cette étude géologique, hein, des fossiles, qu'on arrive à déterminer toutes ces choses-là. Voilà. Et pareil pour Cro-Magnon, Néandertal, c'est des crânes, des dents, des ossements qu'on a trouvés dans des cavernes qui nous ont permis de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils étaient, comment ils étaient, qui ils étaient, etc., comme on le voit bien dans le livre de Yehuda Harari, par exemple, entre autres. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc il dit les premiers éléments sont d'abord faits des corps exclusivement inorganiques, les pierres, les eaux et les minéraux. Hein. Après, ces éléments se sont modifiés sous l'action du fluide vital. Donc, vous voyez, là aussi, comment ça se fait qu'on est arrivé à un moment donné à un premier être monocellulaire? Parce qu'une cellule, déjà, quand on regarde au microscope, c'est compliqué. Hein. Bon, les premières cellules, évidemment, elles étaient beaucoup plus simples. Mais là encore, ce n'est pas quelque chose qui se forme au hasard. Donc, il y a bien une partie, entre guillemets, immatérielle. Hein. Je ne parle pas encore vraiment spirituelle, mais immatérielle, qui a agi dans l'apparition même de la vie. Voilà. Donc le fluide vital, c'est le fluide qui apporte la vie, et c'est pas le principe intelligent qu'on appelle esprit, hein, pas encore. Voilà. Et donc c'est ça qui a formé ces premiers corps, et donc on fait que petit à petit, les corps organisés se forment favorablement en fonction des conditions ambiantes, en fonction aussi des besoins nutritionnels qu'ils avaient, etc. C'est comme ça que la vie a apparu sur la Terre. Voilà. Alors la science, évidemment, n'accepte pas encore l'idée du fluide vital, hein, puisque le fluide vital, c'est pas quelque chose de matériel. Hein. Quand je vous dis la science suit un paradigme matérialiste, ils étudient vraiment que le matériel. Le fluide vital ou le père-esprit ou toutes ces choses-là sont entre guillemets semi-matérielles. Donc c'est de la matière qui n'a pas la même densité que la matière physique, ou que j'appelle la matière einsteinienne, hein, celle qui suit E égale mc2. Pourtant, elle existe quand même, et son interaction avec la matière tangible, elle est constante. Voilà. Voilà. Donc, il parlait même donc, de ces êtres-là, les premières formes de la vie, c'était des êtres non procréés, hein, qui se formaient, entre guillemets, spontanément par l'action du fluide vital, et il n'y avait pas forcément encore de reproduction comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Juste une petite chose, Charles. Oui. Enfin, ça n'a rien à voir, hein, mais on entend une machine à laver en plein essorage derrière. Oui, je sais. Ah oui. Ah, c'est toi? Oui, oui. Bah, attends, Pardon. je vais essayer de fermer la porte. Ah, pardon. Je croyais que c'était quelqu'un qui avait laissé.
Mais comme c'est la salle de bain, elle est Et juste c'est à côté, son ça écran traverse un allumé. peu le mur, quoi. Ah bah voilà. Ok. Et Bon puis bah c'est une parfait. machine Merci, Charles. qui est un peu bruyante, voilà. Ça va mieux ou le bruit est un peu plus Ah, c'est sourd, hein? bon, t'inquiète pas, y a pas de. Non, c'est bon, c'est supportable. Je vais me rapprocher un peu du micro, comme ça ma voix sera un peu plus prédominante par rapport au bruit de fond. Merci, Charles. Voilà. Et voilà, donc là, quelque part, si vous voulez, il fait, comme je vous l'ai expliqué, résumé un petit peu, comment petit à petit, hein, les espèces se sont développées dans une chaîne ininterrompue, depuis les plantes les plus simples jusqu'aux chênes, depuis le zoophyte, le ver de terre, jusqu'à l'homme. Voilà. Et donc l'instinct joue un grand rôle là-dedans, quoi. Hein. C'est grâce à cet instinct, comme on l'a vu tout à l'heure, que la vie en fait arrive à se développer a réussi à se développer sur la Terre. Donc l'instinct c'est quelque chose que bon, je pense que personne ne le conteste. On n'arrive pas à l'expliquer. Là encore, la science matérialiste, elle n'arrive pas à rentrer autant dans les détails que nous, puisqu'elle ne voit pas cet aspect spirituel, elle ne reconnaît pas l'existence d'une intelligence suprême qui est Dieu, hein, qui a fait toutes ces lois qui gouvernent la planète et que la science découvre peu à peu. Hein. Donc ça, c'est cet aspect que quand on observe ces choses-là d'un point de vue spiritualiste, on amène en plus. Voilà, je pense qu'elle a fini de centrifuger, maintenant ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Et donc, c'est à ce carrefour évolutif, vous voyez, qu'on voit les grandes divergences actuelles entre la science, qui considère l'évolution comme un processus exclusivement biologique et physique, et le spiritisme, qui enseigne que l'évolution se produit dans les deux plans de la vie. L'esprit évolue et le corps évolue aussi. Hein. L'évolution, elle est spirituelle et physique. Voilà. Et résultant de l'action du principe intelligent. D'accord? C'est clair? Alors je continue. Alors l'esprit André Louise, alors il a fait un très beau livre qui s'appelle L'évolution dans les deux mondes, mais il faut s'accrocher quand on le lit ce bouquin, hein, parce que, bon, pour deux raisons. Déjà en portugais, dans la langue originale, il faut s'accrocher. Et donc les traducteurs, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu pour le traduire en français. Donc une fois traduit, il faut s'accrocher encore plus, quoi. Ceci pour pas enfin, personnellement, je pense que la traduction, il faut encore une fois qu'elle soit revue et refaite parce que il faut qu'on ait une révision sérieuse et notamment par des personnes du domaine de la biologie ou médicale parce que, comment dire, s'il y a des passages qui ne sont pas toujours simples à comprendre. Voilà. Et donc, alors, référence numéro 22, là, vous voyez, hein. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est que la référence 22, oula, ça, voilà. Ah bah c'est pas évolution dans les deux mondes, c'est dans le monde supérieur. Voilà. Là, vous avez, chaque fois que vous voyez un numéro, vous avez la référence à la fin. D'accord? Alors, on va remonter. Voilà. Et donc, il a résumé ce qu'on vient de dire, mais bon, c'est un esprit qui parle, hein, donc il le dit avec le recul et puis la vue de l'esprit qu'il a, quoi. Hein. Donc, du lit océanique, c'est la surface des eaux qui allait vers les berges, c'est la vie qui est sortie de l'océan, hein, comme on le sait. Et donc, vous voyez, au niveau des millénaires, toutes ces choses-là, la procréation, l'alimentation, le choix, la mémoire, sentir, c'est l'intelligence qui est venue petit à petit. Alors les millénaires, il faudra plutôt parler de millions d'années, hein, donc de cette évolution de la vie qui s'est produite. Voilà. Alors l'instinct, donc on ne va pas se répéter, donc il n'y a pas de combinaison, pas de réflexion, pas de préméditation, hein, ce sont des actes spontanés et involontaires en vue de la conservation. Ça, les plantes, on l'a déjà vu. C'est par l'instinct que les animaux sont avertis de ce qui leur est utile ou nuisible. Alors là, je dis aussi pas toujours, parce que nous, on a un petit chien, mais la gourmandise, elle prend le dessus sur ce qui est utile ou nuisible. Hein. Des fois, il mange n'importe quoi et puis il est malade. Et en fait, comment dire,
l'instinct de conservation, parce que les animaux, même un chien, hein, quand on étudie un petit peu, entre guillemets, la psychologie ou le comportement animal, les raisonnements sont relativement simplistes. C'est où je mange, où je crève. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils ont parfois tendance à la gourmandise, surtout si on leur en donne de trop. Ou voire à manger n'importe quoi et des choses qui vont les rendre malades vers la suite, quoi. Voilà. Qu'ils se dirigent selon les saisons vers des climats propices. Donc, ça, c'est les animaux migrateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une certaine espèce de papillon qui migre entre la côte ouest de l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Et en fait, les papillons, ils migrent relativement doucement, ils ont une vie relativement courte, qui fait que, à partir du moment où le papillon il commence à partir vers le sud, qu'il arrive au sud, c'est déjà son N-1 ou N-2, hein, c'est son descendant ou le descendant du descendant. Hein. Et le temps qu'il revienne, qu'il remonte, s'il y a déjà 3 ou 4 générations qui sont passées, et en fait, les papillons reviennent exactement au point de départ d'où ils étaient partis, hein, dans l'Amérique du Nord. Et ça, c'est aussi une intrigue pour les scientifiques. Ils se disent, mais comment ça se fait, puisque c'est plus le même papillon, comment ça se fait qu'il arrive à retrouver exactement l'endroit d'où son arrière-grand-père il était parti, vous voyez? Et donc là, encore une fois, on parle d'instinct, on parle de, je ne vais pas dire de réincarnation, mais bien que si les animaux, les papillons se réincarnent aussi, hein, mais c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui gouverne, hein, ils sont avertis où est-ce qu'ils doivent aller pour revenir exactement au même endroit d'où leur arrière-grand-père était parti. Voilà. Et là aussi, on retrouve les manifestations de l'instinct. Voilà. Alors c'est pareil, les nids. Hein, regardez un nid de pie ou un nid de corbeau. Ils sont toujours faits pareil. Hein. Je crois que c'est la pie, elle fait un nid avec un espèce de toit au-dessus. Alors vous allez ici, vous allez en Chine, vous allez partout dans le monde, la pie, elle va faire le même nid. Hein. Là aussi, c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Et ça vient au niveau aussi de l'instinct, quoi, pour pouvoir avoir les œufs et puis pouvoir couver et puis reproduire et puis se protéger, etc., quoi. Voilà. Donc oui, vous avez tous les détails, hein, les armes dont ils sont pourvus, donc que ce soit des cornes, que ce soit des dents, etc. Hein. La mère qui couvre les petits qui cherchent à s'allaiter aussi instinctivement. Voilà. Donc, chez les animaux, c'est là où on le voit le mieux. Hein. Chez l'homme, bon, on le voit un petit peu, on l'a déjà vu au début, hein, c'est au début de la vie, notamment dans l'enfance. Voilà, l'enfant qui cherche spontanément à parler, à marcher, à se lever, etc. Voilà. Et puis l'instinct paternel et l'instinct maternel qui font que l'enfant encore fragile, les parents, même si si ce sont parfois des esprits ennemis les uns des autres, hein, mais dans cette période de l'enfance, il y a cet instinct paternel et maternel qui s'éveille et qui fait que, voilà, on est tous admiratifs devant les bébés ou les enfants, et donc on s'en occupe d'eux, indépendamment du fait que comment dire, dans une vie passée, on a pu être des esprits ennemis. Et ça, c'est quelque chose aussi, cet instinct, vous voyez, qui aide à ce processus de pardon entre les âmes, de réconciliation, etc. Même si des fois, ça ne marche pas toujours, et on voit des enfants qui, après 7, 8 ans, enfin déjà jeunes, deviennent rebelles, ou voire adolescents, se distancient carrément de leurs parents. Et c'est là où, en fait, la nature des esprits revient, et que ce soit du côté de l'enfant ou du côté des parents, il y a une répulsion qui s'installe si c'est pas justement remplacé par le pardon, par l'amour et par la réparation du passé, quoi. Donc, ça ne marche pas forcément dans une vie. Si ça ne marche pas là, il faudra recommencer, et puis dans l'autre vie, peut-être ça marchera. Voilà. Jusqu'à ce que les âmes se soient complètement réconciliées. Voilà. Alors, vous voyez, il y a encore. Alors, il parle du clignotement des paupières. Hein. Donc, pour tempérer l'éclat de la lumière, vous avez la rétine qui s'ouvre et qui se ferme, ou alors pour humidifier l'eau. Bon, il y a beaucoup de fonctions vitales, si vous voulez, en nous. Alors, on peut assimiler ça à de l'instinct ou une fonction vitale,
on voit qu'on a beaucoup, beaucoup de choses encore qui fonctionnent, entre guillemets, automatiquement en nous, quoi, hein. Même la respiration, on peut la contrôler dans la méditation, etc. Mais elle se fait, comment dire, naturellement, instinctivement, hein, voilà. Alors, on continue. C'est les automatismes biologiques, ouais, le battement du cœur, la respiration, toutes ces choses-là, hein, qui se manifestent de forme précise au moment approprié, indépendamment des interférences de la raison. Hein, c'est pareil, oui ou non. On voit que, alors le bébé, chez le bébé, oui, hein, donc il y a tous ces instincts. Chez l'adulte, on peut quand même influencer sur nos battements cardiaques par le stress ou par ce genre de choses, vous voyez. Donc on voit que par l'activité de notre intelligence, par notre état d'esprit, on peut aussi avoir des influences sur la santé en général, quoi, hein. Voilà. Par contre, l'instinct, donc, c'est inné, sans expérience, invariable, etc. Voilà. Alors, l'instinct de conservation, c'est donné à tous les êtres. S'il n'y avait pas cet instinct de conservation, encore une fois, les espèces ne se développeraient pas, elles pourraient périr et disparaître avant le terme prévu, quoi. Et donc, toute cette évolution qu'il y a eu au niveau des espèces végétales et animales, et voire même humaines, ne se serait pas produit s'il n'y avait pas eu cet instinct, hein. L'être humain aurait peut-être disparu si au départ il n'y avait pas l'instinct pour se protéger. Voilà. En attendant que l'intelligence vienne la remplacer. Voilà. Donc c'est chez les animaux, chez les hommes, c'est comme ça que Dieu, hein, enfin quand on dit Dieu, on peut remplacer en mettant la nature, hein. La nature garantit la survie et la perpétuation de l'espèce, toutes les diversités et tout, hein. Voilà. Et alors chez l'homme, il y a aussi un autre instinct qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est l'appréhension de la mort. Voilà. Et pourquoi est-ce que les êtres humains ont peur de la mort? C'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, hein. Ça tient à l'insuffisance des notions sur la vie future. Parce que quelque part, la peur qui vient donc de cet instinct de conservation, hein, elle vient du fait que on ne sait pas, hein. Normalement, je dis bien normalement, hein, un spirit qui sait que la mort n'est qu'une transformation, que c'est l'âme qui se libère de son corps physique, qu'elle se retrouve dans le monde spirituel, qu'après un certain temps, lorsqu'elle le voudra, elle pourra venir se réincarner dans un nouveau corps. À partir de ce point de vue-là, le spirit ne devrait pas avoir peur de la mort. Alors, je ne vais pas faire de sondage pour savoir si vous avez peur de la mort ou pas, mais bon, on peut aussi concevoir que, bon, c'est comme aujourd'hui, hein, je sais pas, si je vous dis maintenant, je vous mets dans un avion et puis je vous envoie au fin fond de la Chine. Bon, on se dira, attends, en Chine, il y a des Chinois, je connais quelques Chinois, c'est des gens qui sont gentils, normaux et tout ça, mais on aura quand même une appréhension. Est-ce que je trouverais ci? Est-ce que je trouverais ça? Est-ce que l'alimentation? Est-ce que ci? Est-ce que autre chose? Vous voyez? Donc, il y a quand même quelques doutes la première fois qu'on va quelque part, et donc, on peut concevoir, comment dire, une certaine appréhension de la mort, même chez des spirites, hein, parce que c'est comment est-ce que ça va être? Est-ce que je vais me retrouver, comme on voit dans nos solars, dans le seuil ou pas? Ou est-ce que je vais tout de suite être accueilli par des esprits amis? Combien de temps va durer mon trouble? Voilà. Donc là, encore une fois, je vous renvoie vers Le ciel et l'enfer de Kardec, hein, qui en parle très très bien, et qui dit qu'est-ce qui fait que chez certains, le trouble dure plus longtemps que chez l'autre, hein. Le chapitre, le passage dans la deuxième partie. Et puis pour vous donner la réponse, c'est le degré d'attachement aux choses matérielles, hein, voilà. Et donc, on peut concevoir qu'il y a une certaine appréhension de la mort. Mais par rapport à la personne qui ne s'est jamais posé la question, qui est là, qui est dans son insouciance matérialiste, dans son train-train quotidien, dans ses choses, ses habitudes matérielles, le jour où il est comme ça brutalement confronté à la mort, là, l'appréhension devient plutôt une sorte de panique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, j'en profite, hein, ce Covid, c'est vraiment fantastique ce qui se passe, hein. Vous avez les gens qui se précipitent dans les supermarchés, qui remplissent le caddie. Quand on regarde aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des trucs qui ont dépassé la date de péremption, qui sont en train de mettre à la poubelle, hein. Et bien là, on voit que c'est l'instinct, cet instinct de conservation
qui est en fait quelque part à la source de ce qu'on appelle aussi l'égoïsme, hein, qui est le plus grand des défauts humains. Hein. Et c'est par cet instinct de préservation que les gens disent, eh ben, j'aurais peut-être pas assez de lait, hop, on remplit le caddie plein de lait, sans se soucier du fait que la personne âgée qui vient derrière, qui n'est pas aussi rapide, pas aussi agile, qui n'a peut-être pas aussi autant d'argent que nous, c'est elle qui va manquer de lait parce que nous, on en aura trop. Voyez? Là, on voit typiquement la réaction d'égoïsme qui est poussée par cet instinct de conservation et le raisonnement qu'on doit s'habituer à faire, de dire non, je vais prendre juste ce qu'il me faut. Si demain j'en aurai pas, ben, je me serrerai un petit peu la ceinture. Et si tout le monde comprend et agit comme moi, eh ben, il y en aura toujours. Même s'il n'y en aura plus, on en retrouvera assez rapidement. Voilà. Donc on voit que cette appréhension de la mort, c'est vraiment quelque chose qui génère la panique qu'on voit actuellement. Hein. Alors je ne veux pas alimenter non plus la polémique actuelle sur le fameux docteur, là je ne me rappelle plus comment il s'appelle, à Marseille, mais quand j'ai, avec sa chloroquine, Raoult, voilà, mais quand j'ai vu avec son hydroxychloroquine, il a clamé haut et fort, ah ben ça marche à tous les coups, tout le monde guérit avec ça, etc. Et donc, les reportages de télé qui ont montré, il y avait la queue devant, comme il y a 1 mètre entre chaque personne, elle faisait des kilomètres. Et ils interviewaient des gens dans la queue. Il y a une dame qui dit, ah ben moi je suis venue de Paris. Ah, j'ai dit, mais mince, on est confiné, on n'a pas le droit de sortir. Et la dame, elle est allée de Paris à Marseille uniquement pour aller prendre un médicament, soi-disant parce que ça guérit à tous les coups. Donc, vous voyez, hein, c'est la vente du miracle, cette peur de la mort qui pousse les gens à faire des choses qui sont complètement insensées. Alors, j'espère sincèrement qu'on trouvera effectivement un remède, hein, peut-être celui-là ou peut-être un autre pour ce Covid, hein, ça c'est clair. Mais là, on voit que les gens sont prêts à tout. Et si vous voulez, quand on est dans ce genre d'état d'esprit, c'est extrêmement dangereux parce que très vite, vous allez trouver sur Internet de la chloroquine frelatée, importée de je ne sais où, et qui seront des choses qui seront extrêmement dangereuses et que les gens y prendront de façon complètement irréfléchie. Et ce médicament-là, il faut savoir que ben, la dose, par exemple, c'est 1 comprimé. Si vous en prenez 3, vous pouvez en mourir. Voyez. Donc, il ne faut pas se planter. Là, c'est vraiment, il faut respecter la posologie et tout. Et moi, je me rappelle quand la première fois qu'on m'avait envoyé au Brésil, on m'en avait fait prendre, hein, parce que soi-disant, il y avait la fièvre jaune là-bas. Donc, j'ai arrêté assez vite d'en prendre. Et aujourd'hui, on voit que ce médicament qui était donc contre la malaria, ne fonctionne plus contre la malaria. Le virus de la malaria s'est adapté et résiste aujourd'hui à cette molécule. Donc, vous voyez, ce sont des choses il ne faut pas céder à la panique. Hein. Il faut, comment dire, utiliser les remèdes plus simples qui sont sûrs, la protection, respecter le confinement, etc. Et ne pas céder à ces tentations de croire aux miracles parce que les miracles, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, cette peur qu'on a de la mort, elle ne disparaît qu'au fur et à mesure. Hein. C'est vraiment que quand on aura vraiment cette intelligence, qu'on saura vraiment ce que c'est que la mort, que chacun de nous se sera élevé suffisamment pour être, je dirais, en contact plus étroit avec son guide spirituel, qui lui fera clairement sentir par la voie de la conscience ce qui fait de bien et ce qui fait de pas bien. Hein, on dit toujours la mort du juste, la personne qui a toujours fait le bien dans sa vie, qui a toujours eu cette bonne conscience, c'est clair que là, elle a vraiment aucun souci à se faire devant la mort, alors que quand on trimballe des boulets, hein, ce qui est un petit peu, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de beaucoup de gens encore sur la Terre, ben on se dit, punaise, toutes ces bêtises que j'ai faites, il va falloir que je les paye un jour, et si ça se trouve, c'est comme André Louise, hein, quand il est décédé, je vais me retrouver à faire un petit stage dans des endroits qui sont peut-être pas forcément celui que j'espérais. Voilà. Je pardonne, Charles. Oui, ah ben c'est déjà un bon départ, ça. Hein. Le pardon, c'est le premier, c'est une excellente étape, hein, justement dans cette évolution. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le sujet? On touche tout doucement à la fin.
La crainte de la mort, ça, effectivement, c'est la sagesse de la prévidence, hein, c'est de la providence. La peur de la mort, elle est instinctive. On voit vraiment l'instinct de conservation dans cette peur de la mort. Et on voit qu'au fur et à mesure, elle est remplacée par l'intelligence spirit qui fait que, on sait que la mort, c'est qu'une transformation, mais on sait aussi que il faut profiter un maximum, utiliser un maximum ce corps qui nous a été prêté dans cette vie et faire tout ce qu'il faut pour préserver, hein, pour préserver notre santé, de façon à ce que nous puissions évoluer le plus possible grâce à ce corps. Donc, vous voyez, pas de suicide, pas faire de choses qui portent tort à la santé, etc. Hein. Même si on n'a pas peur de la mort, avec cette intelligence, voilà. Il faut quand même qu'on soit conscient que l'intelligence, quelque part, il faut qu'elle fasse ce qu'il faut pour la conservation. Voilà. Alors, l'intelligence, c'est un attribut essentiel de l'esprit. Donc ça, c'est clair. Alors là, c'est le mot esprit, il est ambigu en français, puisque j'ai vu l'autre jour un interview là, à la télé, enfin une conférence, où il y a un scientifique qui clairement a une position matérialiste, mais il parle clairement de l'esprit aussi. Parce que pour lui, l'esprit, c'est un produit du cerveau. Donc le mot esprit, il est ambigu en français, hein, parce que en anglais, vous avez le mot mind and spirit, et spirit, hein. En portugais aussi, vous avez mente et espírito, donc ça fait bien la différence entre les deux. Et en français, ces deux mots se traduisent par esprit. Donc pour certains, l'esprit, c'est quelque chose de spirituel, hein, comme pour les spirites, alors que pour certains scientifiques, l'esprit, en fait, c'est la production du cerveau. Vous voyez? Donc là aussi, le mot est un peu ambigu. Mais là, dans ce sens-là, on dit que l'intelligence, il réside dans l'esprit spirituel, hein, parce que le cerveau, c'est uniquement le transducteur, hein, qui sert d'intermédiaire entre l'esprit et puis les manifestations physiques au niveau du corps. Voilà. Alors, il dit aussi là que l'intelligence, c'est pas un attribut exclusif de l'espèce humaine, même si dans l'espèce humaine, c'est là où elle est le plus développée. On voit que chez les animaux, notamment les animaux domestiques, hein, ou les chiens, ou même les éléphants, on voit clairement des rudiments d'intelligence qui apparaissent et qui se renforcent. Voilà. Et donc, elle existe. Alors, la grande différence entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine, c'est les animaux n'ont que l'intelligence de la vie matérielle. Chez l'homme, l'intelligence donne la vie morale. Donc, c'est ce que les scientifiques ils disent. Est-ce que le chien, il a conscience de soi, conscience de sa vie? Est-ce qu'il en est déjà arrivé à ces étapes? Bon, selon les scientifiques, pas encore. Et ça, c'est vraiment, et aussi selon les esprits, c'est l'attribut de l'intelligence humaine, hein, où on pense, je pense donc je suis, on a, je dirais, la vie morale qui se développe grâce à notre intelligence, même si c'est certains humains, ils en sont encore loin. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est là, dans ce paragraphe-là, il parle un peu plus de où est-ce qu'on peut reconnaître l'intelligence chez les animaux. Donc, vous voyez notamment chez les singes, hein, quand on fait des expériences avec eux, où ils sont obligés de faire tout un stratagème pour obtenir quelque chose à manger, ou les oiseaux qui utilisent une pierre pour casser les noix qui sont trop dures, ou, hein, on voit vraiment des actes combinés. C'est là où, comment dire, quand même, on sort tout doucement de l'instinct pour arriver dans des rudiments d'intelligence. Donc, vous voyez, on est en plein dans la transformation, dans la transition entre les deux. Voilà. Alors, au niveau de l'intelligence, alors l'être humain est un animal doté de raison ou d'intelligence. Il a la faculté de connaître, de comprendre, de raisonner et d'apprendre. Cependant, nous remarquons que les esprits imparfaits, hein, peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice. Mais, quel que soit leur développement intellectuel, leurs idées sont peu élevées et leurs sentiments plus ou moins abjects. Donc là, on voit que l'intelligence, le développement de l'intelligence, c'est pas suffisant parce que beaucoup de gens utilisent l'intelligence pour faire le mal. Hein. Esprit imparfait, il dit, pas forcément mauvais. Hein, je pense qu'on est tous passés par là.
Mais l'évolution et la transition de la planète ne se feront que le jour où l'intelligence sera aussi alliée à la bonté, c'est-à-dire l'évolution intellectuelle sera aussi alliée à l'évolution morale, et qu'on utilisera l'intelligence non plus pour faire le mal, ou pour accumuler des biens matériels superflus, ou etc., mais qu'on l'utilisera pour le bien, pour la protection, pour l'aide, etc. Vous voyez? Et donc chez les bons esprits, il y a la prédominance de l'esprit sur la matière, et chez les esprits inférieurs, c'est l'inverse, c'est la prédominance de la matière sur l'esprit. Voilà. L'instinct et intelligence, donc bon, ça on l'a déjà vu. Les actes qui dénotent la réflexion, ben, c'est de l'intelligence. Hein. L'acte machinal, c'est instinctif. L'un est libre, l'autre ne l'est pas. Voilà. L'instinct est un guide sûr qui ne trompe jamais. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, même quand on a déjà développé l'intelligence. Hein. Il faut parfois qu'on sache écouter notre instinct. Et vous voyez aujourd'hui même, je dirais, l'évolution de la science. Il y a le biomimétisme, comme on dit. Hein. On observe la nature et on se rend compte que, ben, tiens, ce que fait la nature, c'est mieux que ce que nous, on avait fait. Je vous cite un exemple récent. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers avions, notamment les Boeing 787 ou l'équivalent chez Airbus. Chez les réacteurs, le bord de fuite à l'arrière du réacteur, il est ondulé. Ça fait des zigzags arrondis comme ça, un peu en sinusoïde. Alors que sur les anciens moteurs, c'était lisse. Eh ben, ce sont les scientifiques qui ont observé les plumes des oiseaux, notamment des aigles, et ils se sont dit, tiens, le bord de fuite à l'arrière de l'aile d'un aigle, c'est arrondi comme ça. Et ils se sont mis à faire des essais en soufflerie et se sont rendus compte que, aérodynamiquement, c'est meilleur d'avoir ces sinusoïdes que d'avoir un bord lisse. Vous voyez? Donc, c'est en observant la nature, l'instinct, hein, qui a fait que l'aigle s'est développé comme ça, qu'on arrive aussi à améliorer, qu'on a réussi à améliorer la technologie des réacteurs. Et des exemples comme ça, il y en a plein, 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 plein. Hein. Donc l'instinct est un guide sûr qui ne trompe jamais. Dans le doute, il vaut mieux suivre l'instinct, c'est-à-dire c'est souvent, on dit aussi, c'est notre première réaction, hein, qui vient plutôt de l'instinct, qui souvent est le meilleur. Après, quand on réfléchit, on se dit, on tourne en rond, on cherche, et à la fin, après avoir longtemps réfléchi, on se rend compte que la première réaction qu'on avait, c'était finalement la meilleure. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous, mais c'est quelque chose qui démontre ça, quoi, que l'instinct, même chez la personne intelligente, c'est quelque chose qui est très utile et qu'il faut qu'on écoute, faut qu'on s'écoute davantage. L'intelligence et l'instinct se montrent souvent simultanément dans le même acte, hein, c'est ce qu'on a vu aussi. Dans la marche, le mouvement est instinctif, hein, donc, mais lorsqu'on veut accélérer, ralentir, courir, ou monter une marche et tout, ben, il y a calcul, combinaison, et puis c'est l'intelligence qui vient jouer aussi sur la partie instinctive de la marche. Vous voyez? Voilà. Alors l'instinct, encore, il le répète encore une fois, est toujours un guide sûr, toujours bon. À un temps donné, il peut devenir inutile, mais jamais nuisible. Vous voyez? Hein, c'est comme ça que petit à petit, l'intelligence, entre guillemets, remplace l'instinct, même si l'instinct ne disparaît jamais complètement. Voilà. Et donc pour terminer, les sentiments, donc on rentre dans le domaine du sentiment, hein, ce sont des instincts élevés à la hauteur du progrès accompli. Voilà. À son point de départ, l'homme n'a que des instincts. Plus avancé et corrompu, il n'a que des sensations. Mais instruit et purifié, il a des sentiments. C'est une belle phrase, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça résume très très bien la chose. L'instinct et l'intelligence se transforment peu à peu en connaissance et en responsabilité, et cette rénovation donne à l'être des instruments de manifestation plus avancés. C'est en alliant l'instinct et l'intelligence, en alliant l'intelligence et la bonté, qu'on avance et qu'on évolue. Voilà. Une intelligence profonde représente une grande quantité de lutte planétaire, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. En attendant ce niveau, si l'homme garde en lui une expression identique de progrès spirituel par le sentiment, il sera alors apte à s'élever à de nouvelles sphères, donc dans des mondes qui sont meilleurs que la Terre, et ça continue à l'infini vers la conquête de notre perfection.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? D'où l'importance de l'étude. Exact. Ouais. Et ça nous donne des éléments de dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On s'observe, est-ce que j'ai eu le bon instinct, par exemple? J'ai rempli mon caddie. Ah, il y a la conscience qui parle. Et quand on lit ces choses, quand on examine ces questions comme l'instinct et l'intelligence, il y a un moment, on arrive à se dire, stop, là, t'en prends trop, t'as pas besoin de tout ça, là, t'en as largement pour 1 ou 2 semaines pour toute la famille, t'arrêtes et tu remets les autres dans le rayon. Vous voyez? C'est à partir du moment où on arrive à prendre le dessus sur cet égoïsme et à le transformer en altruisme. Et puis cette satisfaction quand on se retourne de voir une personne âgée derrière qui est contente d'aussi pouvoir prendre la quantité nécessaire de produits pour elle. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques, compléments, exemples? Ouais, la prochaine fois, on rentrera dans ce qu'on a déjà touché plusieurs fois, le nécessaire et le superflu. Ça c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, on dit ben, mon smartphone, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on n'avait rien, hein, et pourtant, on s'en sortait quand même. Et on verra donc comment ce nécessaire, ce superflu, c'est une notion qui évolue un petit peu dans le temps, mais qu'il faut de temps en temps qu'on arrive à revenir aux bases et se dire, voilà, est-ce que j'en ai pas un peu de trop, quoi, hein? En l'occurrence, j'ai 2 smartphones sur la table. Bon, il y en a un qui est le mien, qui est du boulot. Alors là, clairement, je suis conscient que c'est du superflu. Mais bon, j'ai un petit peu le couteau à la gorge parce qu'au niveau du boulot, ils sont tellement précautionneux que pareil pour les ordinateurs portables, hein, j'ai le mien et celui du boulot. Parce que dans le temps, j'utilisais celui du boulot et je mettais des trucs perso dessus. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre des choses perso. Quand on les met, on peut les mettre, mais on ne peut plus les ressortir. Donc, j'étais obligé d'en avoir 2, quoi. Mais là, je suis conscient vraiment que je suis dans le superflu. Voilà. Mais on développera ça la semaine prochaine, hein. Alors, je pense qu'à la réunion, là, vous devez déjà avoir l'estomac qui commence un petit peu à travailler, hein. Il est midi chez vous? Oui, il est midi, mais bon, ça va. Ça va. On écoute avec attention tous tes cours, Charles. L'instinct de conservation, hein. Voilà. On ne va pas crever là. T'inquiète. Le nécessaire et le superflu, je pense que dans l'alimentation. Là, on est dans le superflu, hein. Voilà, moi je pense que j'en ai pas mal du superflu là. Il faudrait que. Et encore, j'ai perdu 15 kilos, mais voilà, faut continuer, hein. Faut continuer. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le chat, hein, et puis j'y répondrai volontiers. Merci Charles, merci. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. Bon dimanche à tous. Merci Charles. Bon dimanche. Bon Bon dimanche à bonne tous. semaine. Merci beaucoup, Charles, Marc et à tous. Bon dimanche. Merci Fernanda, à bientôt. Le bonjour à toute la famille. Merci à vous tous. Bon dimanche Marcia. À dimanche. Bon dimanche, salut.